Un plan du terrain d'aviation. Et puis tout de suite, puisque le sol est plat, on a atterri sur le sable. Les Allemands nous ont mis en joue, nous ont intimé l'ordre de débarquer immédiatement. On a été obligé de sauter à l'eau. Premier contact avec la prison. Les Allemands pensent qu'ils appartiennent à un réseau organisé par l'Angleterre. Ils sont transférés à Jersey et condamnés. Le greffier lit la sentence. Il articule Scornet, Lecor, Voisguen, Lourec, Todesstrafe, peine de mort. François est resté avec le prêtre. Il est venu nous dire au revoir, très digne, très bien. Il m'a serré dans ses bras et puis il m'a dit tu diras à mes parents parce qu'on a été des amis de toujours, mais alors quelle émotion. Et il est parti. Il est parti bien, quoi. Il a dit vive la France en nous quittant. Puis quand il a été fusillé, il a crié vive la France et vive Dieu. François Scornet est mort à Jersey le 17 mars 1941. Le lendemain, Roger Lecor et ses autres compagnons sont déportés en Allemagne. À l'étranger, lorsqu'on vous montre une image traditionnelle d'un Français, on le montre avec un béret basque et avec une baguette. Le pain, c'est la base de l'alimentation du Français. On le fabrique de plus en plus de façon industrielle. Et il est rare maintenant de trouver du bon pain, du vrai pain fabriqué comme autrefois, pétri à la main avec de la vraie farine et cuit dans un vrai four. Il en existe pourtant encore, par exemple, dans cette boulangerie parisienne. Des miches, rien que des miches, en boule ou en long, de 2 à 4 kilos comme autrefois. Avec belle croûte et mi-crémeuse, elles seront servies aux 4 coins de Paris, à la table des plus grandes brasseries, bistrots à vin et autres restaurants pour fine gueule. Au fournil Monzagol, toujours fidèle au poste, le bon vieux four des années 30. À l'appel, Areski le Kabyle a le geste qu'il faut pour enfourner 80 bannettes et remplir la saule jusqu'à la bouche. Quelques coups de lame préviennent de l'éclatement. Dans 45 minutes, le pain sera cuit. J'ai pas été même pas né à l'école, mais rien. J'ai appris mon métier comme ça. Je surveille ma pâte. Je le donne le maximum sur le pitrin, le maximum de tout. C'est pour ça que le pain, il est beau. Il est beau parce qu'on a pris le temps de pétrir court d'abord et au levain sans levure, comme jadis, et de trouver de ces farines de terroir, rondes au toucher, de ces moutures faites à la meule de pierre, l'outil le plus ancien pour extraire la farine du grain. J'ai une passion pour la farine de meule, c'est vrai, qui est écrasée à la meule de pierre. Et au toucher, moi je sais si cette farine appartient à tel ou tel meunier. On voit déjà les pâtes. À partir de là, vous savez déjà dans le pétrin si votre fournées va être bien. La pâte, c'est de la magie, c'est quelque chose de... Il faut aimer la pâte, il faut aimer les pâtes. Si vous n'aimez pas les pâtes, vous ne pouvez pas faire ce métier. Depuis 5 générations, le fournil Monzagol embaume tout le quartier de la rue d'Oudeville, au pied du Sacré-Cœur. Les temps ont changé, pas la tradition du bon pain. Ici, point de diviseuse, ni de façonneuse, le travail se fait à la main. 400 pains quotidiens, pesés un à un, et mis en bannette par Diallo l'Africain et Bernard l'Auvergnat. Ni pâtisserie, ni viennoiserie, seulement du pain, livré chez le client dans la nuit et en confiance. Dans la boulange, on reconnaît la qualité du pain au compagnon qui l'a fait. Moi, je le sens tout de suite quand un boulanger aime son métier. C'est tout un ensemble, c'est un coup de main, c'est un savoir-faire. Et puis beaucoup de passion. Ton avis? Ah oui, il est très bien. Un joli pain. Au départ, ce n'était qu'une pâte blanche.
entre deux manoirs, signe des temps. Quand les palombes descendent vers l'Espagne ou vers l'Afrique pour hiverner, il y a un endroit où on les attend avec impatience, dans le sud-ouest. On y pratique là-bas depuis longtemps une chasse traditionnelle, la chasse au filet. Nous sommes au col d'Osquiche, en plein Pays Basque. Chaque année à l'automne, on guette les vols de palombe. Un oiseau migrateur que l'on chasse de façon traditionnelle au filet. 6, comme celui-ci, hauts de 14 sur 25 mètres au sol, servent à la capture des volatiles. Nous avons des papiers qui justifient comme quoi ceci a existé en 1848. Mon défunt père avait acheté ça en 1924. Et depuis, ça a suivi puisque j'ai pris la succession. Trois coups de trompette pour prévenir les chasseurs de l'arrivée d'un vol. Les ordres sont suivis à la voix par d'autres guetteurs. Aussitôt, les filetiers, comme on les appelle, rentrent dans leur cabane. Pendant ce temps, le premier homme, dénommé le Chattard, avec son drapeau, dirige la chasse et fait tourner les palombes. Les ordres continuent d'être donnés pour indiquer le passage des oiseaux. À l'approche des filets, un deuxième homme, l'Abataria, lance des palets blancs pour simuler l'attaque de l'épervier. Aussitôt, les palombes plongent. Pris au piège, les volatiles sont immédiatement récupérés. Parfois, il en est pris une trentaine au coup, parfois seulement une. Le filetier les installe dans sa chamara, une sorte de gilet qui lui sert de gibecière. Après, il s'agit de vérifier l'oiseau, régulièrement une palombe, mais il peut aussi s'agir d'un biset, autre variété de pigeon. Pour ne pas les blesser, on leur déplie les ailes avant de les mettre en poche. Il ne reste plus qu'à remonter le filet pour un autre vol, sans oublier de retirer les plumes qui pourraient être vues par les oiseaux. D'une année à l'autre, nous arrivons à trouver dans les 1500 à 1700 palombes de moyenne. Évidemment, il y a eu des années records de 5000. Il y a 3 ans seulement, nous en avions 4500 et quelques, on voyez que c'est pas loin. Mais il y a des années tristes aussi, où on arrive à 750-800 palombes. Entre chaque passage, il faut bien passer le temps. Certains sculptent un morceau de bois, pendant que d'autres déjeunent. En contrebas, les amateurs sont nombreux à être une fois de plus venus en spectateurs. Au restaurant, bien évidemment, on déguste la palombe. Pendant ce temps, d'autres chasseurs, armés de leurs fusils, prennent position derrière les filets pour tenter leur chance. Non plus, mais par rapport à hier où il avait passé des millions peut-être, ou des milliers, et quand on tue 26 palombes, on est content, et ce qui fait que ça en laisse beaucoup en liberté. Ce week-end, plus de 100 palombes ont été prises au filet. Une partie d'entre elles, après être baguées, répertoriées et pesées, seront relâchées. Quant aux autres... Au départ, nous les vendons vivantes pour les chasseurs au fusil. Ils se servent d'appelants. Et quand cette vente est finie, comme ce sera maintenant à partir du 20-22, en général ils n'en voudront plus, on les tue et on les donne au restaurant. On va partir au fil de l'eau maintenant sur les canaux. Ils sont souvent désertés par les péniches de commerce, mais certaines de ces péniches ont été reconverties, par exemple en hôtel-restaurant de luxe. Petite promenade sur le canal de Bourgogne. La Bourgogne est le charme discret de ses canaux. Romantisme et nostalgie garantis,
avec ce pincement au cœur à chaque fois qu'une péniche franchit une écluse. Régulièrement, j'en ai 5 qui passent par semaine. En péniche, car autrement, j'ai des pénichettes, c'est-à-dire des locations. Et j'en ai environ une dizaine par jour. Le canal de Bourgogne a failli mourir, hein. Il a failli fermer. Bon, ben, plus il y a de tourisme, et meilleur c'est pour nous, hein. Ça fait revivre le canal, hein. Le silence provoqué par la diminution du transport de marchandises est bien ce qui motive les touristes qui ont choisi de passer une semaine en péniche hôtel. Elles sont 7 de ce type à sillonner d'avril en octobre les 1200 km de voies d'eau de la Bourgogne. La Reine Pédoc, elle, offre régulièrement son luxe et sa tranquillité entre Pouilly-en-Auxois et Dijon. Une traversée champêtre au rythme de la marche à pied sans faire d'effort. Une croisière tout confort pour 12 personnes, chouchoutée par 5 membres d'équipage. Ici, les petits déjeuners sont copieux, rien de tel pour démarrer une journée, souvent réservée à la contemplation. À chaque tournant du canal, il y a quelque chose de nouveau. Une fois, c'est des grands champs de blé, et puis après, c'est une petite forêt. Nous n'avions pas envie de faire un voyage lointain trop fatigant. Eh bien, on est parfaitement là. Nous sommes bien, le temps passe très vite, c'est formidable. Et pendant que le capitaine anime les bords du canal, les odeurs prometteuses du déjeuner s'échappent timidement des fourneaux, mettant fin ainsi au suspense gastronomique de la journée. Aujourd'hui, pour l'entrée, on va manger une salade de champignons frais au basilic. Après, c'est un magret de canard avec une poire bourguignonne. Et puis après, il y a du salade fromage de la région. Après, c'est un tarte ananas. Et le vin, c'est un Macon Village pour l'entrée. Et après, c'est un haut côte de bonne avec le canard. Et oui, en plein pays bourguignon, le cordon bleu est anglais. Un comble, mais il ne faut pas oublier que ce sont les Anglais qui, les premiers, il y a 8 ans, ont exploré et organisé ce type de navigation fluviale. Ils ont suscité parfois un tourisme de luxe, comme ici sur la Reine Pédoc, un confort digne des meilleurs 4 étoiles. Premiers servis, ils ont ensuite séduit une clientèle américaine et australienne, et depuis peu, les Français découvrent à leur tour qu'ils ont cette richesse à portée de main. Alors racontez-nous la dernière tempête. Ça s'est passé comment? Avant de passer à table, un petit kir s'impose, évidemment, l'occasion de saluer la mémoire de celui qui fut maire de Dijon pendant 23 ans, un certain chanoine, célèbre pour avoir remis au goût du jour cet apéritif. Le repas est à l'image du séjour, on prend le temps de savourer. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement dans un terroir où le vignoble a besoin de cette patience humaine pour produire les crus que l'on nous envie dans le monde entier. De balade sur le pont en lecture, tout est fait ici pour se détendre, mais aussi pour se rendre disponible, comme si la vitesse de la péniche pouvait nous ramener à de plus sages ambitions. Je connaissais un tout petit peu la Bourgogne, mais je dirais vue d'en haut. Et j'ai voulu la connaître vue d'en bas, c'est-à-dire au ras de l'eau. Et c'est tout à fait différent de ce que l'on peut voir quand on se promène. On voit les gens, on a le temps de discuter avec eux, c'est différent. Et oui, tout est différent, y compris le passage en écluse. Ce spectacle, même répété 15 fois par jour, procure toujours de nouvelles sensations. Vous êtes bien calme aujourd'hui, monsieur. Vous aussi. Et puis il n'y a pas que la péniche. Pendant la semaine, des visitataires sont prévus. Par exemple, le mercredi, jour de congé des éclusiers, les minibus de la Reine Pédoc proposent un petit tour à Beaune. Un plus dans cette croisière, mais pas forcément un argument touristique. Ce qu'ils recherchent, c'est beaucoup de navigation, mais peu de visites. Les visites, c'est pas le but, parce que les visites, ils prennent leur voiture, ils viennent en Bourgogne, et puis ils peuvent très bien visiter Château de Pomarin, Châteauneuf, etc. eux-mêmes, quoi. Visiter la Bourgogne au rythme de l'escargot, c'est en tout cas, au-delà du jeu de mots, une idée qui fait doucement son chemin pour les Français. Bonjour. On vous a rempli l'écluse, hein. Merci, bon voyage.
Si vous vous promenez l'été dans le Midi, il y a une couleur et un parfum qu'on ne peut pas manquer. Ce sont ceux de la lavande, un parfum qui embaume par exemple tout le plateau de Valensole. Dans les Alpes de Haute-Provence, le plateau de Valensole est violet intense sous le soleil, parfumé, bourdonnant d'abeilles. La lavande et son cousin, le lavandin, sont en pleine floraison. La récolte va commencer. J'aime bien la lavande, c'est une fleur du pays qui représente pour nous le soleil, les vacances. Auparavant, mon père cultivait également la lavande et également mon grand-père. Jean-Paul Angelvin a agrandi l'exploitation familiale. 47 hectares de lavandin complétés par des champs de céréales. De quoi faire vivre correctement 3 personnes plus quelques saisonniers. La plante est robuste, peu exigeante. Mais elle a 3 ennemis, les insectes qu'il faut détruire, la pollution et le mauvais temps qu'il faut subir. Cette année, la récolte sera moyenne. Sur cette tige, il y a moins 20 impacts de grêle. Et bien là, tu vois, la quantité d'essence, il y en aura la moitié moins que les autres années. C'est un grand travail d'été par une chaleur assez torride. Maintenant, on est obligé de mécaniser de plus en plus. Les gerbes coupées depuis 3 jours sont devenues presque grises. Elles sont distillées ici dans des cuves à basse pression et à vapeur d'eau. Toutes les qualités naturelles de la plante se retrouvent dans l'extrait, l'huile essentielle de lavandin. 1 tonne de lavande sèche donne environ 30 kg d'essence. La paille, elle, est brûlée à côté de la distillerie. 70% de la production nationale viennent de cette région et sont traités dans de petites coopératives. Nous sommes actuellement 19 adhérents à cette coopérative et nous produisons, selon les années, entre 10 et 15 tonnes d'huile essentielle de lavandin. Bonjour madame. Pour ne plus dépendre des grossistes et des tarifs bloqués, Jean-Paul et sa femme ont décidé de commercialiser directement les 3/4 de leur production, sur les marchés et dans leurs boutiques. Nous avons beaucoup d'étrangers, surtout l'été, des Anglais, des Hollandais, des Allemands, des Belges, un peu d'Italiens. Et les Français? Les Français passent, mais on les voit moins. À Valensole, la récolte ne dure que 5 semaines. Mais les journées sont longues, du lever au coucher du soleil. Les lavandiculteurs ne prennent pas de vacances en été depuis 400 ans. En effet, c'est au XVIe siècle que la Provence a commencé à cultiver la lavande. Autrefois, dans certaines régions, à l'occasion de la Saint-Nicolas, on offrait aux hommes célibataires une paire de sabots. Aujourd'hui, les sabotiers ne sont plus... Les fêtes de fin d'année sont en général une période où l'on consomme beaucoup d'huîtres et pourtant, la profession d'ostréiculteur est menacée par la pollution, par les coûts de production. Sur le bassin d'Arcachon, une famille veut défendre ce métier qui n'est pas tous les jours facile. Le bassin d'Arcachon, à l'aube, les parcs à huîtres de la pointe du Grand Banc. Le site le plus productif d'un bassin lentement déserté par les ostréiculteurs. Ils ne sont plus que 500 aujourd'hui, 4 fois moins qu'il y a 20 ans. Seules quelques familles perpétuent encore une tradition centenaire. Toute la famille a travaillé toujours là-dedans, donc c'est pas qu'on s'est obligé, c'est pas une obligation. Mais on sent qu'il faut continuer, quoi. Parce que comme il y a très peu qui veulent faire ce métier, donc il faut bien que... Je dirais que c'est une vocation, quoi. C'est presque naturel. On est à l'air libre, on n'est pas enfermé du tout. Puis ce travail manuel, quoi. Élever des huîtres, c'est un peu comme dans l'agriculture, quoi. C'est toujours un changement, là on ne travaille pas toujours de la même façon. Il faut aimer, il faut avoir l'amour du métier que l'on pratique, il faut aimer ce contact avec la nature. Et les conditions pour qu'il soit, ce métier soit soutenu, c'est un respect total de l'environnement et des règles écologiques les plus élémentaires. Protection du milieu, protection des eaux. Lorsqu'il y avait les commerces traditionnels, eh bien, les huîtres se commercialisaient au moins 6 mois par an. Et à l'apparition des grandes surfaces, des centrales d'achat, ça s'est regroupé autour des fêtes de fin d'année. Ce qui fait que le producteur aujourd'hui, l'éleveur, ne peut plus assurer une trésorerie décente 8 jours par an. C'est pas possible. Donc il nous faut travailler avec des particuliers, des comités d'entreprise qui recherchent beaucoup de qualité.
Enfin, tout ça a évolué. Il y a à peu près 30 ans, les poches, ça n'existait pas. Donc ils mettaient tout au sol. Maintenant, on met tout en poche, on ne perd aucune huître. Avant, on triait à la main les huîtres. Là, il y a des machines pour trier. Les bateaux, c'est plus des bateaux en bois ou les pinasses. Maintenant, ce sont des bateaux bacs. Une évolution constante dans ce métier. Là, pour l'instant, on n'est que 3, on a 2 hectares. Et c'est largement suffisant pour faire le métier convenablement. Pour faire venir de belles huîtres, ça suffit largement 2 hectares à 3. Chaque année, Daniel Gijon et son fils récoltent 80 tonnes d'huîtres. Le 10e de leur production disparaît entre Noël et le Nouvel An. 80 tonnes par an, très loin des 800 tonnes produites par certaines entreprises de Quiberon ou d'Oléron. L'avenir des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon passe par la qualité. Les bonbons à l'Annie de Flavigny, vous connaissez? Allez, si vous voyez des petites boîtes en fer que l'on trouve dans certains distributeurs, eh bien ils se fabriquent encore aujourd'hui de façon artisanale, c'est en Côte d'Or.